Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Élodie. Élodie qui s'occupe des femmes qui font des burn-out, qui sont en surcharge émotionnelle et qui les aide à remonter la pente, à se reprendre en main et parfois, du coup aussi, à retrouver une autre dynamique professionnelle. Parce que comme elle va nous l'expliquer, la surcharge mentale, ça n'est pas que sur le côté professionnel. On s'adresse avant tout aux personnes et de là en découle plein de choses. Bienvenue à toi, Élodie, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Anne-Claire, merci pour cette entrée en matière. Je te laisse te présenter du coup. Ok, ça marche. Alors, bonjour à tous. Je suis Élodie Jacques, je suis thérapeute corporelle et je me suis effectivement spécialisée, comme l'a dit Anne-Claire, dans le traitement du burn-out et dans l'accompagnement des femmes qui sont en charge mentale et qui cherchent voilà, à rayonner tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Alors, je suis super contente que du coup tu insistes là-dessus, sur le fait que ça soit du pro et du perso, parce que le burn-out, ça a été un grand mot un peu à la mode quand il y a des personnes qui se sentaient mal dans leur travail et qui étaient un peu en mode craquage. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire clairement, pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'est-ce que vraiment finalement le burn-out et de quelle manière le pro et le perso peuvent être engagés dans ces ressentis et dans ce qu'il en découle? Oui, alors effectivement, le burn-out, c'est vraiment l'épuisement physique, psychique et émotionnel dû à une perte de sens. Donc ça a été attribué, le nom a été attribué dans les années 80. Ça a d'abord été consacré aux professions médicales et après ça a été étendu à d'autres professions. Et ce qui fait que encore à l'heure d'aujourd'hui, on parle souvent de burn-out professionnel comme si on n'existait pas d'autres et comme s'il n'y a qu'en étant salarié qu'on peut être en burn-out, ce qui est totalement faux. Voilà, parce que burn-out parental ou maternel, parental, ça existe. Des femmes qui sont, ou même des parents qui sont débordés à un moment donné avec la gestion des enfants, avec certaines complications. Et surtout le burn-out entrepreneurial sur lequel j'insiste aussi beaucoup en ce moment, ça existe et cette année nous a montré que on avait eu notre lot de voilà d'aléas, de montagnes russes émotionnelles et que forcément, quand on n'a pas l'habitude de prendre soin de soi, ça vient impacter tant la vie personnelle que la vie professionnelle, quoi. Est-ce que pour toi, il y a des prédispositions au burn-out ou c'est quelque chose qui peut finalement arriver à tout le monde à un moment donné où on se sent peut-être plus vulnérable dans sa vie? Alors, je dirais que ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, il y a des profils types qu'on retrouve dans les personnes qui tombent en burn-out. Il y a vraiment des profils types. Déjà, tous les profils un peu hypersensibles à haut potentiel, clairement, c'est des profils à burn-out. Parce qu'il y a cette tendance au perfectionnisme, il y a cette tendance à avoir du mal à dire non et qui va favoriser en fait un épuisement sur le long terme. Donc, quelque part, oui, tout le monde peut à un moment donné flirter avec le burn-out, mais quand on va vraiment, parce que le burn-out, il faut bien comprendre que c'est vraiment quand on va jusqu'au bout du bout. C'est pas une fatigue passagère, c'est pas un surmenage, c'est vraiment quand le corps lâche totalement. C'est un peu comme un élastique qu'on tire et le burn-out, c'est au moment où l'élastique il pète. C'est un peu cette image-là pour représenter le burn-out. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui ont quand même plus tendance à flirter avec le burn-out de par leur vécu émotionnel, parce que le burn-out, finalement, ça se trame depuis l'enfance. Hein. C'est la mise en place de blessures émotionnelles et de mécanismes en fonction du contexte dans lequel on vit au niveau familial, après à l'école, après en fonction des contextes professionnels, qui vont faire que il y a une couche qui va se rajouter, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et finalement, on n'a jamais appris à prendre en compte nos propres besoins, encore plus en tant que femme, parce qu'on nous a dit ah oui, mais il faut se sacrifier, il faut faire plaisir aux autres, il faut se sacrifier pour ses enfants. Et finalement, du coup, on s'oublie complètement. Et à un moment donné, quand la coupe elle est pleine, elle déborde. Alors effectivement, toi, tu t'occupes particulièrement d'accompagner les femmes aujourd'hui.
En tant que femme, voilà, quelles que soient les situations, on a souvent plein de casquettes différentes, amie, sœur, épouse, compagne, maman parfois et certainement encore plein d'autres. Et c'est vrai que la coupe, comme tu dis, peut facilement être remplie à un moment donné parce qu'en général, nous, on est tout en bas de notre liste de la personne dont il faut qu'on prenne soin. Qu'est-ce qui, selon toi, que l'on soit peut-être voilà, plus sensibilisé à avoir ce type de réaction ou pas, qu'est-ce que l'on peut faire en tout cas pour se prémunir le plus possible de tomber en burn-out à un moment donné ou à un autre, malgré les épreuves, malgré voilà, les choses pas cool que l'on traverse tous à un moment donné de notre vie. Qu'est-ce qui peut aider à gérer au mieux et en tout cas garder toujours la tête hors de l'eau. Ouais, c'est bien ce que tu dis pour les différentes casquettes parce que c'est exactement ça et je le comprends encore plus parce que je suis maman de 2 enfants, d'une fille de 8 ans et d'un garçon qui va bientôt avoir 4 ans et en plus, on est en instruction à la maison donc c'est dire que voilà, qu'il faut une certaine, voilà, un certain équilibre pour que tout le monde s'y retrouve, surtout avec le contexte actuel. Et la chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est qu'on doit remplir ses propres besoins soi-même et pas attendre que les autres nous les remplissent parce que 9 fois sur 10, on est déçu parce que forcément, ce n'est pas leur rôle et on a des attentes inconscientes qui sont jamais assouvies. Et ce que je dis toujours, c'est que on a tendance à mettre de côté les émotions ou à se dire ouais, je vais m'en occuper, ouais, ouais, je vais faire ça plus tard. Et en fait, non. C'est-à-dire que le bien-être émotionnel, c'est quelque chose de vital qui doit être mis dans le planning quotidien. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois par an quand on est en vacances ou quand on n'a vraiment rien d'autre à faire. On n'est pas en train de se dire ah ben là, je vais pas manger parce que j'ai pas le temps, je vais manger dans 3 mois quand je serai en vacances. Et puis je vais manger 3 semaines, et puis par contre, le reste du temps, je vais pas manger. Ah bah non, on sait très bien que voilà, au niveau alimentation, au niveau sommeil, il nous faut une régularité. Et ben au niveau émotionnel, c'est exactement pareil. Moi, je parle souvent d'hygiène émotionnelle pour vraiment faire le parallèle avec l'hygiène alimentaire et l'hygiène du sommeil. Et c'est exactement ça, c'est en fait prendre soin de ses émotions tous les jours. Comment? En mettant en place ben voilà, des habitudes, des rituels pour décharger quand on a des émotions, des aléas dans la journée, parce qu'on en aura toujours des aléas. La seule chose qui diffère, c'est notre perception et notre regard en fait sur les choses qui nous arrivent. Et ça permet beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de fluidité en fait dans sa vie, quoi. Oui, complètement. Puis effectivement, c'est bien que tu partages tous ces domaines-là parce que finalement, que ce soit sur le côté pro ou sur le côté perso, on a avant tout besoin d'équilibre. Donc, comme tu dis, ça passe par l'alimentation, ça passe par faire un minimum de sport, par bien manger, par bien dormir, par voilà, arriver à ce que les balances, en tout cas, soient le plus équilibrées possible. Alors, on sait que c'est pas facile, on est toutes les deux mamans et comme beaucoup d'accompagnantes, ce qu'on vous partage, on le vit aussi. Donc, on sait qu'on n'est pas toujours parfaite, que c'est pas toujours simple, que des fois on craque un petit peu aussi et que c'est complètement OK d'être parfaitement imparfaite et de faire parfois juste ce qu'on peut comme on peut. Mais effectivement, c'est bien de, à un moment donné, se poser avec soi-même et de faire un point en se disant, OK, de moi à moi, m'occuper des autres, je sais faire, essayer de tout faire au mieux, mais à un moment donné, de moi à moi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien, et comment je peux déjà avant tout remplir ma propre coupe avant de la redistribuer et vouloir rendre service, vouloir faire plaisir, ne pas décevoir, répondre aux attentes des uns et des autres, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup, en tout cas souvent, s'oublier dans l'équation et c'est ça finalement qui nourrit un peu notre propre mal-être parce que comme tu le dis, on se dit je le ferai plus tard ou j'ai pas le temps ou au final je suis crevée donc j'ai juste plus d'énergie là à m'accorder aujourd'hui ou dès que je commence à prendre un petit peu de temps pour moi, j'ai mon mari qui va me demander quelque chose, j'ai mes enfants qui vont me solliciter donc du coup je vais lâcher l'affaire et puis je vais repartir sur autre chose. Et même dans le cadre du travail, alors effectivement que vous soyez indépendante et que c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on gère beaucoup de choses. C'est peut-être apprendre à déléguer, gérer son temps autrement, s'imposer dans son planning une partie perso. Moi, j'ai tendance à dire à mes clientes de
de se considérer, de se matérialiser en fait concrètement dans leur planning. Il y en a, je leur ai dit, écoutez, vous prenez 2 couleurs en fait, vous prenez un seul agenda parce que si vous avez 2 agendas, il y en a peut-être un que vous aurez tendance à jamais ouvrir, donc ça va peut-être pas le faire. Vous prenez 2 couleurs, une pour le pro, une pour le perso, mais vous ne vous oubliez pas dans votre agenda parce que si vous ne le marquez pas, jamais de la vie vous allez le prendre en considération. Et je trouve ça effectivement, comme tu disais, hyper important. Et bah de qu'est-ce que chaque jour, un petit peu par un petit peu, sans pour autant, voilà, forcément se consacrer tout un week-end ou de se dire, comme tu le disais, non mais c'est pas grave, je me rattraperai pendant les vacances, je ferai mon quota pendant les vacances ou quand je serai un peu en mode off, etc. De se dire non non, qu'est-ce que je fais au quotidien en fait pour me nourrir moi? Mm. Parce que du coup, bah en agissant autrement, c'est déjà pas écologique pour vous. Et puis une coquille vide, à un moment donné, elle peut plus donner grand-chose. Et c'est vrai que, comme tu le disais, quand à un moment donné, c'est même plus toi en fait, c'est même plus ta volonté qui lâche ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ton corps qui physiquement te dit stop. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à vivre. Le corps, en fait, il envoie des symptômes. Tout ce qu'on vit au niveau émotionnel va aller se cristalliser dans le corps si l'émotion, elle n'est pas vécue pleinement. Alors, une émotion qui est vécue pleinement, bon, même si on n'a pas d'enfant, on voit très bien un enfant de 3 ans qui manifeste de la colère. Il y a du mouvement, il y a du son. Voilà. Tout le monde verra l'image, je pense. Et l'idée, c'est bien sûr pas se comporter comme ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais c'est apprendre en fait à connaître son corps, à décrypter les symptômes, parce que les symptômes, ils sont pas là pour nous embêter, ils sont là justement parce que le corps, il a cette faculté de dire attention, là, tu n'es pas à ta place, là, tu n'es pas aligné, là, tu vas contre tes besoins, là, tu ne fais pas respecter ton territoire. Et du coup, d'envoyer les signaux pour nous permettre de réajuster ça. Sauf que comme on n'a pas eu le mode d'emploi à la naissance, eh ben, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va vraiment contre le symptôme en voulant… Et en fait, au final, ça fait que renforcer le symptôme. Et quand on n'écoute pas son corps, c'est ce qui se passe pour un burn-out, et ben le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier de plus en plus fort. Parce que souvent, on me dit « Ah, mais je suis tombée du burn-out du jour au lendemain ». Oui, mais non, le corps a lâché du jour au lendemain. Mais par contre, la tête, elle n'a rien voulu comprendre depuis X temps. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, tout le corps va lâcher. Et effectivement, eh ben, c'est plus dur de remonter que si on fait les choses en prévention. Comme tu disais, de se poser un créneau. Moi, c'est exactement ce que je dis à mes clientes aussi. J'ai dit, vous le marquez dans l'agenda. Moi, des fois, je leur dis sur le téléphone, vous mettez un rappel, c'est une plage et c'est non négociable. Et c'est comme ça. Moi, j'ai aussi mon fils de 4 ans, mais ils savent que quand c'est mon temps de faire, de prendre du temps pour moi, de faire des rituels, parce que j'en fais à différents moments de la journée, eh ben, c'est comme ça. Et de toute façon, je ne répondrai pas, je ne serai pas disponible. Et c'est vraiment avoir cette faculté de se faire passer en priorité. Parce qu'il faut bien comprendre que on veut toujours distribuer. Oui, mais si nos recharges, elles sont vides, on distribue rien du tout, quoi. Donc, de toute façon, on n'est pas pleinement disponible pour son conjoint, pour ses enfants. Et quand on est dans l'accompagnement, alors là, c'est d'autant plus important parce qu'on ne peut pas redistribuer à ses clients si nous, on a les batteries complètement HS. C'est comme l'image, tu vois, dans l'avion du masque à oxygène où on te dit bah, tu vas déjà le mettre sur toi avant de pouvoir le mettre sur ton voisin ou sur tes enfants, parce que sinon, le temps que tu le mettes sur tes enfants, bah, tu es mort. Et ben là, c'est exactement la même chose, quoi. Et on a trop tendance à s'oublier, c'est vraiment se remettre au centre, se remettre ses priorités. Et du coup, on est aussi moins fatigué en vacances, parce que combien tu as de personnes qui reviennent de vacances, elles sont complètement crevées, parce que déjà, toute la première partie des vacances, ça a servi à décompresser de tout le stress engrangé pendant X mois. Et du coup, déjà, tu profites pas de tes vacances et tu reviens, tu es fatigué parce que tu as un changement de rythme qui est tellement violent que du coup, pour le corps, il ne s'habitue pas et du coup, il a du mal à reprendre. Alors que quand tu fais ça tous les jours, bah, tu as déjà un certain rythme et une certaine habitude aussi à pas accumuler dans ton corps. Donc déjà, tu n'as plus de symptômes physiques. Je sais qu'à l'époque, dans mon ancienne vie, quand je travaillais ailleurs, c'est vrai que j'avais tout le temps mal au dos, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps mal au cervical. Et j'ai plus rien de tout ça parce qu'en fait, je suis en osmose avec mon corps, quoi.
Comment justement tu accompagnes aujourd'hui les personnes qui viennent à toi et qui donc sont complètement à plat, ont du mal à refaire surface et des fois même faire des choses un peu anodines quand on est vraiment en mode épuisement, c'est compliqué, c'est difficile d'arriver à retrouver de l'énergie et de se sentir bien et voilà, ne pas être vraiment complètement amorphe parfois et c'est pas un jugement, je l'ai vécu aussi donc voilà, je peux comprendre effectivement comment on peut se sentir dans ces phases de transition finalement. Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour arriver voilà, à petit à petit être déjà dans l'acceptation de ce qui se passe parce que c'est OK avec ça et il n'y a pas à se donner une double peine finalement en étant déjà complètement KO et puis en plus à culpabiliser d'en être arrivé là. Ah Comment ouais, complètement. comment tu aides, voilà, ces femmes-là à petit à petit, reprendre possession d'elles-mêmes pour, faire un check-up, en fait, complet, de leur vie, faire un vrai point et se demander: voilà, maintenant qu'est-ce que je fais et où je me positionne dans tous les domaines de ma vie? Bah, déjà, c'est à reprendre en fait vraiment leur responsabilité et leur autonomie sur leur corps, sur leur santé, par la mise en place justement de ces rituels. Parce que, comme tu dis, il y a des moments où on est HS, ça nous est tous arrivé à un moment donné et c'est pas grave. Ce que tu disais, on est, parfaitement imparfaite, j'adore parce que la perfection, ça n'existe pas. Déjà, on arrête avec ça n'existe pas et il y a des journées où même moi, il y a des journées, je suis plus fatiguée. C'est OK, enfin, je vais vraiment m'écouter. Par contre, je vais aussi mettre en place les choses pour remonter mon énergie. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est «Ah ouais, mais moi, j'ai pas d'énergie». Comme si c'était des clés qu'on avait perdues et hop, et on ne sait pas quand ça va revenir. Oui, mais si on fait rien pour, ça va pas revenir tout seul. Donc ça, faut bien comprendre déjà qu'on a du pouvoir sur notre corps et que c'est en mettant en place des rituels, des habitudes, et en se bougeant que l'énergie va remonter. Alors, c'est clair que quand on est en burn-out, de dire de se bouger, c'est clairement pas facile. Mais la première partie, moi, de l'accompagnement que je propose, c'est déjà ça. C'est déjà, on va déjà remonter l'énergie pour aller travailler sur soi. Parce que sans énergie, je veux dire, on ne fait pas de travail personnel, hein, quand on a vraiment tiré la corde très très loin. Et je vous le dis d'expérience parce que moi, je l'ai vraiment poussé très très loin eh ben, c'est forcément plus dur de remonter. Donc effectivement, j'ai ces personnes qui sont épuisées et j'ai ces personnes qui sont en perte de sens, qui sont justement avant le burn-out. Parce que moi, j'ai à cœur aussi de beaucoup agir en prévention pour éviter à d'autres femmes d'aller jusqu'au burn-out parce que je suis passée par là et je peux vous dire que c'est pas très confortable. Si on peut s'éviter le mur, franchement, c'est préférable. Surtout que moi, je l'avais doublé à l'époque d'un événement personnel un peu hard puisque j'ai failli perdre ma fille à ce moment-là. En même temps, parce que tant qu'à faire, dans les fêtes, pendant les fêtes de Noël en plus, parce que ça fait un peu cliché, mais c'était vraiment la réalité. Donc pour dire que ça peut aller très 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 loin et que on peut stopper les choses avant, justement avec un peu de connaissance de son corps et en mettant en place des habitudes. Ce qui fait que le corps va envoyer des signaux, mais on va comprendre ces signaux avant d'en être au stade où je me lève plus de mon lit parce que je suis complètement out, quoi. Et c'est ça qui est important de comprendre et de mettre en place en fait ces habitudes pour remonter son énergie et ensuite pour aller travailler pour comprendre tous les mécanismes inconscients qui sont liés à l'épuisement. Puisqu'il y a des choses où on est, on n'est pas du tout conscient qu'on est en train de se prendre un mur. Et l'idée, c'est d'aller creuser en fait d'où vient l'épuisement, d'où vient le burn-out pour mettre en place tout ce qu'il faut pour ne surtout pas rechuter derrière. Oui, est-ce que tu partages? Ça me fait penser aussi aux personnes qui peuvent être sujettes à la dépression ou en tout cas à une certaine déprime où il y a des choses qui se passent émotionnellement, on n'arrive pas trop à gérer, on ne sait pas trop comment faire, on va planquer ça sous le tapis. Et puis il y a un moment donné où ça nous pète à la figure parce que on n'a pas pris soin de s'en occuper, on n'a pas pris soin de soi, on n'a pas pris soin de voir ce qui se passait, de s'accepter, de chercher à comprendre et puis d'essayer de voir comment les choses pouvaient être améliorées. Et je pense qu'effectivement, finalement, quelle que soit la façon dont on aborde les choses, que ce soit sur le bien-être, sur la prévention du burn-out, sur la gestion du stress, la gestion des émotions, etc., finalement, tout revient au fait de
et ben, de prendre soin de soi et Mm. d'être vraiment, ne pas se déconnecter de soi, ne pas être finalement un peu comme un automate qui est toujours au service de quelque chose, au service des autres, au service de son patron, au service de son boulot, au service de ses clients, au service de… Et de se dire, OK, et moi, comment moi je me fais du bien, comment je me nourris, comment je fais tout ça, parce que c'est vrai que je reprends tout à l'heure ce que tu disais par rapport aux attentes. On se fait, nous, un devoir en général de répondre aux attentes des autres. Et on a du mal souvent à dire non, déjà, et à Mm. poser aussi des limites quant à ce qu'on nous demande par rapport aux attentes des autres. Et du coup, parfois, ça peut prendre des proportions de fou, surtout comme tu le disais, quand on est un peu sensible, quand voilà, le fait d'arriver à se sentir à la hauteur, des fois aussi, c'est important pour soi et que de sentir que ben on est peut-être dans l'échec, que ça s'est pas passé comme on voulait, qu'on n'a pas réussi comme il fallait, qu'on a eu des remarques peut-être désagréables ou en tout cas des choses qui nous ont blessés. Ça peut être quelque chose effectivement qui peut bah, commencer à faire chuter cet état de bien-être, cet état simplement où on se sent bien et comme tu le disais aussi son niveau d'énergie et que encore une fois comme tout le monde, oui des fois dans la journée on peut avoir des moments un peu down, même des journées complètes, complètement down, mais la question c'est de se dire combien de temps je m'autorise à pleurer si j'en ai besoin, à être pas bien si j'en ai besoin, à mettre la tête sous la couette et à passer une journée au lit si à la limite j'en ai besoin, mais à savoir comment je rebondis pour pas m'installer là-dedans et que ce soit pas quelque chose ben, qui au final conditionne complètement notre quotidien et conditionne ben, qui l'on est et comment on interagit dans notre journée par rapport aux autres. Alors, comme vous l'aurez compris, Élodie, tout ce qu'elle vous partage, elle l'a expérimenté pour être elle-même passée par là. Quel a été finalement ton parcours, toi, en tant que femme, en tant que maman, en tant que professionnelle? Eh ben, quand tu es passée par cette étape-là, que tu as traversé bah, cette transition, qui t'a permis eh ben, aujourd'hui d'en faire finalement ton métier et de parler en conséquence, en connaissance de cause pour eh ben, transmettre tout ce que tu as appris et puis bah, j'imagine par rapport à tes formations et ce que tu as pu apprendre également par derrière. Voilà, qu'est-ce qui t'a permis toi finalement de traverser cette période-là du mieux possible, en tout cas du mieux que tu as pu? Oui, alors effectivement, bah, pour resituer le contexte, quand j'ai fait mon burn-out professionnel, je travaillais à l'époque en administratif dans un des plus gros cabinets d'audit au Luxembourg. Et clairement, j'étais vraiment en mode automatique. On était allé au Luxembourg parce que ça paraît l'Eldorado. Enfin voilà, quand tu es dans le salarié en France et que tu vois les salaires pratiqués au Luxembourg, ça te paraît voilà, idyllique. Sauf qu'il y a une face cachée. Et effectivement, j'étais rentrée dans un mode automatique et ça s'est accentué en fait. Ça commençait à mal se passer lors de ma première grossesse et ça s'est très très mal passé à mon retour de congé parental. Et là, ça a été vraiment la dégringolade avec à la suite en fait 3 harcèlements de 3 managers différents. Et c'est là où c'est hyper important en fait d'avoir des balises et à un moment donné de comprendre que ce qui se passe sur votre lieu de travail, c'est pas normal, quoi. Parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas dire non. J'étais dans le moule, je voulais, bah, tout le monde faisait ça, alors je faisais pareil. Et j'en suis arrivée au point quand même les premiers mois de ma grossesse, j'avais des nausées terribles. Et je travaillais avec l'ordinateur que j'avais ramené du boulot depuis mon lit parce que j'étais incapable de tenir au boulot. Et après, j'allais travailler en n'ayant rien dans le ventre parce que je ne pouvais rien avaler. Il y a une anecdote marquante pour situer aussi un peu le truc, c'est que j'ai une collègue qui m'a dit « Ah, mais une telle, elle est toujours présente au travail. Quand elle était enceinte, même si elle vomissait, bah, elle avait la poubelle à côté d'elle. » quoi. Ok. C'est véridique. Hein. Et là, je me suis dit, on est tombé quand même vachement bas en estime de soi pour en être arrivé là pour du travail, quoi. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager avec ça. C'est pas juste pour vous raconter ma vie, mais c'est pour dire on a des balises à avoir sur ce qui est acceptable et ce qui est pas acceptable, quoi.
Déjà ça. Ensuite, ce qui m'a vraiment fait un électrochoc, bah, c'est qu'effectivement, un mois après mon burn-out, puisque j'ai fini par me faire arrêter, vu qu'il y avait un quatrième manager qui s'y mettait, j'ai dit non mais là, ça suffit. Ma fille est tombée malade, mais très malade. À la veille de Noël, elle s'est retrouvée aux urgences et en fait, elle aurait pu très bien y rester. Elle a une bactérie, quelque chose de vraiment très, comment dire, Agressif. agressif, voilà, je ne trouvais pas le mot. Et ça a été un yo-yo émotionnel, en fait, pendant toutes les fêtes de Noël, puisqu'elle est sortie le 4 janvier. Aujourd'hui, elle va très bien, heureusement, elle a très bien récupéré, mais elle aurait pu en mourir. Et là, c'est venu toucher un point où ça va vraiment faire un électrochoc, parce que tant que tant que ça restait professionnel, je pense que j'aurais changé d'entreprise, Mmh. j'aurais rien fait sur moi et je serais sans doute retombée dans un deuxième burn-out. Et là, j'ai eu la chance, quelque part, parce que j'estime que c'est une chance, de traverser ça. Parce que là, c'est venu me piquer, mais vraiment en plein cœur. Et je pense que toutes les mamans qui vont m'écouter, je pense, sauront de quoi je parle. Quand ça vient toucher les enfants, ça franchit un niveau supérieur. Et là, ça fait très, très mal, quoi. Surtout quand ça arrive à 18 mois et que tu es sur le point de fêter Noël, que voilà, que tu as une situation financière agréable par rapport à d'autres années, que tu peux, voilà, tu as tout à disposition, sauf qu'il manque l'essentiel, quoi. Et quand on parlait tout à l'heure de perte de sens et de mode automatique, ben c'est exactement ça. Parce que ce Noël-là, je me suis retrouvée, je dis merde, on a fait des cadeaux à nos parents, mais des cadeaux parce qu'en plus, mon mari avait une position où il pouvait récupérer des choses gratuitement. Enfin, on a pu gâter tout le monde, on a pu acheter de la bouffe, à n'en plus finir. Enfin, on a vraiment pu se lâcher ce Noël-là, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Sauf qu'en fait, il manquait le plus important parce que ma fille, elle était en réanimation entre la vie et la mort, quoi. Et là, tu te dis, mais ça a plus de sens du coup tout ça. Ça a plus de sens de vivre dans un pays pour avoir plus de salaire, de partir à 5 heures du matin, revenir à 20 heures le soir pour gagner plus. Ok, mais pourquoi? Et en fait, c'est à là où je veux venir, c'est que tout part du sens que vous mettez en fait dans votre vie, quoi. Pourquoi je me lève tous les matins? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ça dans ma vie? Quelle valeur j'accorde à ça? Et c'est vraiment tout ça qui va faire qu'on a une vie épanouie parce qu'on trouve un sens à sa vie, ou on est en mode automatique, on s'est fourré à un moment donné dans une carrière pour X raisons. Peut-être qu'à un moment donné, ça nous convenait, ou peut-être que déjà ça ne nous convenait pas, mais qu'on le faisait pour faire plaisir à quelqu'un. Et au bout d'un moment, on s'est perdu. Et c'est là où, quand on se perd, où ça devient dangereux parce que quand on ne sait plus pourquoi on va travailler, quand on ne sait plus pourquoi on fait les choses, et ben c'est là où le burn-out commence à pointer le bout de son nez, quoi. Effectivement, c'est cette période-là qui m'a permis de vraiment déjà faire un électrochoc parce que je me souviens, on a pris la décision à l'hôpital. J'ai dit à mon mari, j'ai dit: «Écoute, je veux rentrer». Donc on avait, toute ma famille était en Alsace. J'ai dit: «Moi, je veux rentrer en Alsace parce que c'est pas possible, quoi. Ça justifie pas de gagner plus pour ça, quoi». Enfin et du coup, quelques mois après, on est rentrés. Je suis retombée dans un boulot administratif et les choses commençaient, à se rejouer plus ou moins pareil, quoi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer effectivement quelqu'un qui était dans la thérapie psychocorporelle et qui m'a fait montrer une autre facette de l'accompagnement, qu'on pouvait accompagner par le corps et pas uniquement que ça passait pas uniquement par une psychologue et par le verbal. Et là, ça a vraiment été comme un coup de foudre, quoi. Ça a vraiment été, par le corps, il y avait quelque chose qui m'attirait, ça me parlait. Et puis j'ai fait une première formation en réflexologie plantaire pendant une période de chômage parce que je ne pouvais pas rester en place. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester, je vais faire ça. Et la formatrice me parle d'une formation effectivement en relation, alors qu'ils appellent en relation d'aide par le corps, qui est la thérapie corporelle que j'utilise maintenant pour justement sortir tout l'émotionnel, mais à travers le corps. Et là, effectivement, ça a été un deuxième coup de foudre. Et là, j'ai dit, oui, c'est ça que je veux faire. Ça a été vraiment comme une révélation parce que j'ai dit, ça, pour moi, ça a du sens parce que j'ai aidé les autres et en plus, j'étais passée par là.
Et du coup, je pouvais les aider à acquérir des outils que moi, j'ai eu la chance d'avoir eu sur mon chemin finalement. Et c'est ça qui m'a fait basculer, me dire, OK, est-ce que ça a du sens le travail que je fais? Et finalement, à l'époque, je travaillais, après j'avais retrouvé du travail dans les institutions européennes, mais dans des postes où franchement, pour dire vulgairement, je me faisais chier royalement. Et à un moment donné, ça a été comme une évidence que ça n'avait plus de sens de faire ça et que de l'autre côté, toutes les portes s'ouvraient pour que j'aille vers l'accompagnement des personnes, d'abord par du massage bien-être et après par de la thérapie corporelle pour vraiment aller plus loin dans l'accompagnement du corps, quoi. Ouais, je te remercie vraiment de partager ça, ça me touche beaucoup et je pense que ça touchera effectivement toutes les mamans. C'est vrai que bah, parfois la vie nous pousse un peu dans nos retranchements de façon un peu violente pour nous secouer suffisamment C'est pour ça. qu'on percute et qu'on fasse enfin quelque chose. Et c'est vrai que voilà, dès que ça touche à Bah, nos des enfants. fois, on a besoin de se cogner très très fort et c'est vrai que je suis assez têtue dans mon caractère, donc je pense que j'avais besoin de me cogner très très fort. Donc, je pense que juste le burn-out professionnel, je ne sais pas si ça m'aurait vraiment fait un électrochoc. Je pense que déjà, on serait resté au Luxembourg et tôt ou tard, de toute façon, euh, comme je connaissais rien de tout ça, je serais retombée dans un autre burn-out. Et c'est ce qui arrive à pas mal de personnes parce que souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont déjà à leur deuxième ou troisième burn-out, soit qui ont été suivies même par des psychologues ou des psychiatres, mais comme certains occultent totalement la partie corporelle, que ça passe par du verbal et des médicaments, et ben, ça ne soigne pas le burn-out parce que tant que tu ne vas pas à la cause, eh ben, tu vas revivre la même situation à travers des choses légèrement différentes, mais ça va revenir tôt ou tard. Alors que le corps a cette faculté où tu peux aller vraiment traiter l'émotionnel beaucoup plus profond. Déjà, c'est plus rapide parce que tu vas directement à la source et tu vas aller traiter ça en profondeur, donc ça ne va pas revenir après, quoi. Oui, puis c'est justement bah, déjà pas hésiter à vous faire accompagner. Ne pas forcément attendre d'être au plus mal ou d'attendre justement the Ah, c'est clair. électrochoc pour voilà commencer une certaine démarche. Qui effectivement, comme tu le dis, déjà les psys c'est pas votre truc et puis deuxièmement, il n'y a pas besoin en fait de vous bourrer de médoc et de penser que ça va guérir quoi que ce soit. Ça va juste vous endormir et faire passer le temps. Mais comme tu le dis, Mm. ça va pas soigner le fond du problème. Et que si vous avez peur, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, qu'elles ne se sentaient pas prêtes bah, à mettre la tête dans leurs problèmes, justement, à mettre la tête dans bah, nos parties sombres, dans ce qui n'allait pas. Il existe des thérapies, justement, comme celle que vous proposez, Elodie, où vous n'avez pas à vous dire, vous n'avez pas à forcément revivre un petit peu tout ce qui vous embête, tout ce qui vous fait mal, etc. Le corps engramme et cristallise tellement de choses que ben voilà, il y a des fois par le toucher, par le massage, par la kinésiologie, par plein de techniques finalement, le corps parle tout seul. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à accepter, c'est beaucoup plus doux. Et en tout cas, ça peut vous correspondre dans des passages où bah, peut-être que vous n'avez pas envie de parler et c'est OK en fait. Le truc, c'est simplement de ne pas rester dans cet état-là de ça va pas, je vais pas bien, pour autant j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on m'embête avec des questions à la con, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça et c'est complètement OK. Le truc, c'est de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter déjà profondément à vous et surtout d'aller mieux. Parce que quand on est comme ça, on a tendance parfois à bah, pas envie de voir qui que ce soit, à rester dans sa grotte, sous sa couette, et puis à être, voilà, à nourrir finalement son propre mal-être. On peut avoir du mal à faire confiance, on peut avoir du mal à plein de choses, et c'est OK. Mais juste un moment, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Il y a plein de choses qui sont possibles. Elodie, voilà, comme chacun d'entre nous a pris le temps de faire ça, de se poser des questions. Et à partir du moment où, comme tu le dis, et c'est vrai que ça a un effet quand même relativement magique, qu'à partir du moment où on prend la décision de dire, OK, maintenant ça suffit. Je ne sais pas Mm. forcément ce qui ne va pas dans ma fonction, dans ma façon de faire, ou dans mon boulot, ou dans mon couple, etc. Mais là, c'est stop. On arrête tout. Et maintenant, je fais le point. Est-ce que
j'ai besoin de voir quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de me former? Est-ce que j'ai besoin de changer de boulot? Est-ce que j'ai besoin de quitter une personne? Qu'est-ce qui, à un moment donné, est trop Oui, violent et agressif pour moi et qui fait que, de cette façon en tout cas, c'est plus possible? Et effectivement, toi, dans la façon dont tu accompagnes les personnes, est-ce que tu leur permets justement de faire ce bilan ou peut-être que des fois, de soi à soi, c'est pas facile parce que il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de s'avouer ou qu'il y a des choses qui sont franchement énormes, qui sont franchement évidentes, mais que ça nous embête de nous l'avouer, donc on a besoin que quelqu'un d'autre nous le dise. Comment ça se passe, cette espèce de mise au point qui est, à mon sens, franchement nécessaire et fondamentale avant de partir sur d'autres démarches où effectivement on réorganise un petit peu sa vie d'une autre manière. oui, ben, c'est exactement ça ce que tu dis, la puissance de l'accompagnement, parce qu'effectivement, on peut se dire, ouais, j'ai pas envie de revivre les mêmes situations. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que on va pas aller creuser en fait dans le passé juste pour remuer la merde. C'est comme ça que je le dis. Mais l'idée, c'est de justement en fait récurer ce qui est profondément cristallisé pour le libérer et pour en faire le transformer en quelque chose de positif. Parce que de toute façon, que vous mettez la tête sous la couette ou pas, de toute façon, c'est là. C'est des choses, tout le vécu émotionnel qui est à l'intérieur du corps et qui vous fait vous sentir instable, pas confiante, euh, avoir du mal à s'aimer, enfin toutes ces choses-là, va de toute façon avoir des impacts dans le présent. Donc à un moment donné, c'est justement déjà ne pas laisser la chose s'installer trop longtemps pour en arriver au stade du burn-out. Et c'est ça qui est difficile dans le burn-out. Tu parlais de dépression tout à l'heure. Et le burn-out, contrairement à la dépression, touche justement des personnes qui sont un peu en mode Wonder Woman, qui sont fortes, qui ont l'habitude de faire plein de choses. Pas des personnes qui sont… Alors, je ne dis pas que les personnes qui sont en dépression sont faibles, hein, loin de là, mais ça ne touche pas les mêmes profils de personnes. Et le burn-out, contrairement à la dépression qui s'installe un peu insidieusement comme ça, même si le burn-out va avoir ce mécanisme-là aussi, disons que quand le corps lâche, c'est hyper violent. Mmh. Et le fait d'être criblé de symptômes, de même ne pas pouvoir se lever de son lit un matin, c'est hyper violent pour des personnes qui ont l'habitude de cumuler X casquettes. Et donc, c'est vraiment important au niveau de l'accompagnement d'aller voir ce qui se passe là. Et quand on en a conscience, parce qu'on le sait très bien en fait, on sait qu'on n'est pas à notre place dans notre travail, on sait qu'il y a des tensions peut-être dans notre couple, on sait qu'il y a des tensions récurrentes avec nos enfants, enfin, on le voit bien, sauf que le mental, il ferme tout, il se dit « Ah non, c'est bon, ça va passer, ça va pas m'arriver, on va y aller quand même ». Ouais, sauf qu'à un moment donné, bah non, le corps il dit non, non, moi je suis pas d'accord, on va se stopper. Elle n'a pas compris? Eh ben on va lui en envoyer une, comme ça va la stopper net. Et le corps a cette intelligence-là. Mais effectivement, de voir les symptômes avant, déjà les premiers symptômes, quoi, quand on a des douleurs récurrentes au dos, quand on a mal au ventre avant de bosser. Et ça c'est pas seulement les salariés, c'est aussi les entrepreneurs. Parce que moi, j'ai eu des entrepreneurs qui me disaient bah, le lundi de m'y mettre, ça me saoule. Oui, mais c'est toi qui as créé cette activité. C'est pas, il y a personne qui te met de pression, tu vois, à part toi-même, je veux dire. Donc, c'est de se dire, est-ce que tu es en train de te dire, oh, il faut que je fasse ça, et je dois, et je dois, et je dois, et je dois, ou est-ce que tu as vraiment du plaisir à ce que tu fais? Déjà, ça commence par là. De vraiment, en fait, prendre conscience de est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai plaisir à me lever tous les matins pour faire ce que je fais? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens et alors j'ai besoin de me poser sur ce sens-là et à quel moment je me suis perdue? Et pourquoi j'arrive pas à dire non? Ok, c'est peut-être le résultat de croyances et de choses que j'ai entendues dans l'enfance. Et on va faire ce travail en fait de vraiment nettoyage des croyances pour aller vers cet état où on s'aime soi-même, où on remplit ses besoins par soi-même et on n'est plus en train d'attendre les autres pour éprouver de la reconnaissance envers soi-même.
Je trouve ça hyper important, effectivement, ce que tu viens de soulever. Et finalement, moi qui suis un peu sur une autre thématique que la tienne, finalement, le processus est le même parce que, encore une fois, j'y reviens, mais tout part de soi, en fait. Et c'est tellement C'est ça. important. Et je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport à la notion de plaisir et la notion de sens. Et en fait, c'est la base de tout. Parce que votre business, si vous êtes indépendante, c'est le prolongement de vous-même, en fait. Et si il n'y a pas de sens, si c'est juste pour une question d'argent, et l'argent est important, on est tous OK là-dessus. Mais si Ouais. votre seule motivation, c'est l'argent, payer vos factures, être tranquille, ne pas être en stress ou quoi que ce soit, il y a un moment, c'est juste plus possible, quoi. Dans tous les domaines de votre vie, que ça soit voilà, dans votre rôle de maman, si vous êtes maman, dans votre rôle de compagne ou d'épouse, si vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre boulot, dans même vos relations amicales, dans tout en fait. La notion de plaisir et de sens, elle est où? Parce qu'en fait, les choses commencent à devenir merdiques à partir du moment où ça y est plus, à partir du moment où vous répondez juste à des demandes, vous répondez juste à des besoins, et parfois même aux vôtres en fait, parce qu'en étant dans cette quête d'argent, vous répondez à votre besoin de sécurité sûrement. Mm. Mais du coup, au-delà de ça en fait, qu'est-ce qui se joue pour vous? Et c'est hyper important d'aller voir effectivement que ce soit au niveau des croyances, des schémas de pensée que l'on a pu fabriquer, des petites phrases un peu insidieuses qu'on nous a répétées dès tout petit et qui du coup sont profondément ancrées en nous et dont on a du mal à se libérer pour être finalement dans son propre schéma, dans son propre modèle, dans ce que nous, on a envie de créer. Et j'ai tendance à dire à redevenir profondément créatrice de sa propre vie, en fait, en fonction de ce qui nous convient à nous. Et ce qui vous convient à vous, c'est pas forcément ce qui convient à Elodie, c'est pas forcément ce qui me convient à moi, c'est vous, en fait. Et c'est de vous dire, c'est OK. Et peut-être que ce qui vous convient à vous, c'est différent, c'est un peu spécial, ça peut paraître bizarre ou c'est pas le fonctionnement de la majorité des gens. Et alors, en fait, on s'en fout, Tant mieux. mais carrément. Et je trouve que c'est important aussi de, tu vois, de revenir à son unicité, de revenir à son authenticité. On en parle beaucoup en ce moment, mais je trouve ça tellement génial, en fait, que ce soit une révélation pour un certain nombre de gens, de se dire, mais je suis géniale, en fait, comme je suis suffisante comme je suis assez comme je suis. J'ai pas besoin qu'on me fasse une montagne de compliments. Bien sûr, si on m'en fait, je prends, ça me fait toujours plaisir. Mais Mm. je suis pas dans cette quête de reconnaissance parce que moi, je reconnais déjà ma valeur, en fait. J'ai pas C'est besoin ça. qu'un T'es pas patron, dans cette dépendance, en fait. mais complètement. Et c'est vrai que finalement, que ça soit dans les relations de couple, enfin, dans quelques relations que ce soit, de sortir de ça, de ce truc un peu vicieux où bah, on n'a pas suffisamment confiance en soi, on s'aime pas forcément suffisamment, où on a des failles. Et c'est OK, on en a tous des failles, Mm. des blessures, des choses qui sont venues nous toucher à un moment donné. Mais ne pas être dans cette quête que bah, on a besoin qu'on nous autorise, qu'on nous approuve, qu'on nous valide, qu'on nous légitime, bah, pour simplement avoir le droit d'exister et d'être comme on est et que c'est juste OK, quoi. Et c'est C'est tellement ça, le important. regard de l'autre, c'est vraiment, vraiment un poids énorme Ouais. chez tout le monde. On a tous ressenti à un moment donné ces blocages parce qu'on avait peur de ce qu'allaient penser Mm. les autres. Comme tu dis, surtout quand on fait quelque chose qui n'est pas la norme. Enfin bon, ce mot de normalité, moi, ça m'a toujours filé de l'urticaire. Donc j'ai toujours essayé de m'en dégager, sauf qu'à un moment donné, j'avais des croyances qui m'ont fait quand même me mettre dans un carcan. Et c'est vraiment ça. Et c'est que en prenant le plein, comme tu disais, on est créatrice en fait de notre vie, de partir du principe qu'on est à 100% créateur de notre vie, du bien comme du moins bien. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on va se flageller et que se culpabiliser pour ce qui s'est passé. Et c'est ce que je dis toujours parce que j'ai toujours, alors des fois ça pique un peu parce que les gens confondent responsabilité et culpabilité. Et je dis toujours qu'on est responsable de son burn-out. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable de son burn-out. Complètement. Ça veut dire qu'on est responsable dans le sens que c'est nous-mêmes qui avons créé des mécanismes inconscients qui ont fait qu'à un moment donné, on s'est oublié, on a eu cette perte de sens et que on a tiré en fait jusqu'au bout de l'épuisement parce qu'on n'a pas su dire non, parce qu'on ne se respectait pas assez pour voilà, aller contre certaines injonctions, pour être dans son authenticité et tout. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui en parlent,
Mais je trouve que même dans le développement personnel, tu vois, tu as des sortes de, quand même, de carcans qui se mettent en place où on veut quand même coller à une certaine image de ce que doit être un accompagnant, de ce que doit être un coach, de ce que doit être… Moi, j'essaie de vraiment m'extirper de ça. Et c'est pour ça que je partage toujours avec authenticité, que je dis à mes clientes que, voilà, que moi aussi, je passe par des tas d'étapes aussi. Plus des montagnes russes, mais n'empêche des défis et des challenges où des fois, ça va moins bien. Et voilà, et arrêter avec cette image un peu parfaite de l'accompagnant. Tu l'as très bien dit en fait en début d'interview et j'apprécie beaucoup parce qu'il y a un peu cette mouvance de quand on est coach, quand on est thérapeute, c'est comme s'il nous arrivait plus rien. Alors que non, absolument pas. C'est juste que, en fait, plus tu avances et plus les problèmes des fois grossissent, mais c'est parce que tu es en mesure en fait de les dépasser. La vie t'envoie toujours ce que tu es capable de dépasser de toute façon. Donc, c'est juste qu'il y a certaines étapes, notamment quand tu es en burn-out, quand on te dit ça, tu dis ouais, enfin, elle est bien gentille, mais en attendant, là, j'ai vraiment le nez dans le caca, quoi. Et ça nous arrive aussi à d'autres étapes de notre vie où c'est compliqué, où des fois, ça veut dire non aussi à des relations, des fois des relations proches, parce que c'est devenu trop toxique, parce qu'ils nous collent une étiquette que, voilà, qu'on n'est pas, qu'on ne veut plus. Et c'est passé par tous ces changements-là et c'est OK. Et ça part vraiment du fait de respecter ses valeurs, de connaître ses besoins, on en revient toujours à là, et de donner soi-même un sens à sa vie, quoi. Et de ne pas attendre, comme tu disais, l'approbation des autres, de se dire ah ouais, mais si je fais tel choix, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ouais, mais si je gagne ça comme argent, ah ouais, mais du coup, ils vont plus m'aimer, machin. Et j'aime beaucoup ce que tu disais sur l'argent, parce que alors ça, c'est une grande thématique aussi dans le développement personnel. L'argent, ça reste une énergie, c'est un moyen. C'est jamais une finalité parce que c'est pas tellement la somme ou l'argent qui est en fait au bout. C'est qu'est-ce que tu vas en faire de cet argent? Comment avec cet argent tu vas encore plus contribuer au monde? Tu vas pouvoir voilà, accompagner d'autres personnes, changer des vies, contribuer à des projets et c'est ça qui fait grandir. Et là, sur l'argent, on a aussi un bon nombre de blocages intéressants à les délier. Mais c'est toutes ces couches-là, en fait, ça permet juste de grandir. Il n'y a pas de quête du bonheur ou de quête de la perfection parce que ça, c'est utopique, ça n'existe pas. C'est juste comment, sur le chemin, j'arrive à finalement à surfer sur la vague, j'aime bien dire, pour que ça soit, voilà, pour que ça soit fluide. Il y a des moments, c'est moins fluide. Il y a des moments, je me prends une vague en pleine face. Bon, bah, c'est pas grave. Après, je me relève, je remonte sur ma planche et puis j'y retourne. Et se faire accompagner, ça permet ça. Ça permet de traverser les périodes de vie beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite que de rester le nez sous sa couette. Alors, je te remercie. J'aurais voulu rebondir sur plein de trucs, mais sinon, je t'aurais coupé la parole tout le temps. Donc, du coup, je t'ai laissé finir. Mais merci de dire tout ça. Je trouve ça absolument super que, voilà, on partage et puis il n'y a pas de hasard, hein, on connecte avec les personnes avec qui, voilà, avec qui ça match, avec qui on partage justement ces vibrations et cette envie de faire évoluer les choses aussi dans notre propre domaine, parce que comme tu le disais très bien, faut pas croire, le monde des coachs et des thérapeutes, c'est pas un pays de bisounours. On a aussi nos propres trucs en fait, et avant d'être qui que ce soit avec une belle étiquette d'accompagnant, on est avant tout être humaine, on est avant tout des femmes qui essayons aussi déjà de manager notre vie et de se driver du mieux possible parce que nous aussi, on a des fois des hauts et des bas. Et j'adore ton image par rapport au surf, parce que pour ceux qui voilà qui en ont déjà fait, qui connaissent un petit peu, il faut déjà se manger 2-3 vagues dans la figure pour arriver à aller suffisamment loin pour aller choper la super vague. On va peut-être pas arriver à prendre super bien dès le départ. Et c'est surtout que pour allez 3 minutes de super surf sur la bonne vague qu'on a attendue depuis parfois un certain temps, et ben on retombe dans le creux de la vague pour arriver à remonter et à de nouveau prendre une super vague. Et en fait, c'est OK d'être comme ça et ne pas viser en fait le fait d'être toujours en haut de la vague. Parce que c'est OK d'être toujours comme ça, parce qu'il y a des moments où ça va aller super, puis il y a des choses qui vont nous permettre
d'aller apprendre et d'aller voir nos propres profondeurs pour ensuite pouvoir remonter et que tout n'est que mouvement de toute façon dans la vie et que C'est ça. tôt ou tard, même ceux où vous vous dites, punaise, mais moi je les accumule et eux, ça va toujours nickel. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que Ne pas se fier aux apparences. Hein. exactement. Déjà, vous n'êtes pas dans leur arrière-boutique, vous ne savez pas ce qui se passe fondamentalement dans leur vie. Et même si parfois ça prend 10 ans ou quoi que ce soit, alors je ne dis pas qu'il faut souhaiter aux autres que ça aille pas bien, c'est pas du tout le sujet, mais chacun a son lot en fait, à un moment donné, et que c'est OK, et que finalement, le burn-out, comme une maladie, comme quelque épreuve que ce soit, aussi douloureuse soit-elle, et je minimise absolument pas ce que vous pouvez vivre ou ce par quoi vous êtes passé dans votre vie, c'est un cadeau. Et même si de le dire comme ça, parfois ça pique, et je peux complètement le comprendre, ça m'a beaucoup piqué aussi quand on m'a dit ça pour certaines choses, ça vous apprend quelque chose. Et c'est fait pour vous, vous élever, pour vous, vous réaliser, pour vous être inspirante pour d'autres personnes, parce que vous savez de quoi vous parlez. Moi, je sais, je le dis beaucoup, et pardon si je radote pour ceux qui ont vu déjà peut-être d'autres interviews, mais quand on me disait, quand j'allais voir un psy ou un thérapeute, etc., et qu'on commençait par me dire, je comprends. Oh, c'est un truc qui, moi, me donnait de l'urticaire quand la personne n'était pas du tout passée par là et que tu comprends quoi, en fait, dans l'histoire. Et justement, je trouve ça super que y a plein de personnes comme toi aujourd'hui, dans quelques domaines que ce soit, qui arrivent à transcender en fait une épreuve, à transcender une période difficile, à transcender une maladie, enfin peu importe, pour arriver à en faire quelque chose de magique déjà pour soi, et puis en plus d'inspirer les autres et d'aider les autres à dépasser aussi ça. Et quelque part, ça nous nourrit tellement quand on voit que tout ce par quoi on est passé, aujourd'hui, ça fait du terreau en fait pour les autres. Et ça donne tellement de Clairement, ouais. sens à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à la façon dont on grandit aussi, parce qu'il faut pas croire, des claques, on s'en prend aussi, et c'est ok, et ça nous permet aussi de grandir et d'évoluer. Sinon, ça serait très très chiant de s'endormir dans une pratique et de croire qu'on connaît tout, qu'on sait tout, qu'on est, voilà, comme tu dis, en mode Tout à superwoman fait. dans notre vie perso, pro, ça va toujours nickel, ça marche comme sur des roulettes. Nous, on a des secrets magiques. Non, en fait, tout ce qu'on vous transmet, c'est aussi ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, et voilà, c'est aussi en mouvance en nous, et on fait aussi de notre mieux, et parfois ça marche pas comme on veut, et parfois on se plante aussi littéralement, et c'est ok, c'est juste pour être en haut de la vague, pour expérimenter le creux, et ne, voilà, apprécier quand on est en haut de la vague et se dire ouais franchement c'est génial sans se dire c'est quand que je vais retomber dans le creux, c'est quand que ça va faire plouf. C'est ça. Non, c'est juste se dire que c'est un mouvement de la vie et que là où vous en êtes tout est juste, et que si on vous propose, si on vous impose parfois d'aller voir dans vos profondeurs, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, mais que vous avez besoin d'aller connecter à vous-même et d'aller comprendre certaines choses pour arrêter d'être dans un fonctionnement qui, a priori, était franchement toxique pour vous. Et puis, je voulais aussi parler du fait, comme tu le disais très bien, quand vous dites oui aux autres, est-ce que c'est un oui pour vous aussi ou est-ce que c'est un non? Et quand vous arrivez à retrouver votre alignement, est-ce que vous êtes OK avec le fait que de vous dire oui à vous, ça peut aussi vouloir dire non aux autres? Parce que vous reprenez ce pouvoir-là, où vous êtes une priorité, et que c'est pas pour blesser, c'est pas pour être désagréable, c'est pas pour une volonté de méchanceté ou quoi que ce soit, mais vous passez en premier. On reprend l'histoire du masque à oxygène de tout à l'heure. C'est vous, en fait, parce que personne d'autre que vous ne pourra prendre des décisions pour vous, ou alors c'est que vous n'aurez pas choisi et donc que vous serez dans la position de la personne qui subit. Et personne ne pour, mieux que vous, en tout cas, ne pourra s'occuper de vous. Donc, est-ce que vous êtes OK avec le fait que peut-être vous dire oui à vous parce que vous respectez vos besoins, vos valeurs et qui vous êtes. Ça peut des fois vouloir dire non et se séparer de certaines personnes, se séparer de certaines choses, prendre une autre direction, et que c'est OK
parce que voilà, la vie est que mouvement et que bah, les choses évoluent et que bah, parfois ça peut être un petit peu triste de constater que bah, les chemins divergent. De quelle manière vous vous respectez encore et de quelle manière vous vous replacez au centre de votre vie pour ce qui est juste pour vous, pour ne pas justement retomber dans quelque chose, que ce soit un burn-out ou en tout cas un mal-être quel qu'il soit, où ben, vous êtes au bout du rouleau et que là, bah, il y a un moment, il y a forcément des choix qui s'imposent et des choix que peut-être vous n'avez pas voulu faire ou peut-être que vous n'avez pas pu faire avant. Et encore une fois, c'est OK. La responsabilité, c'est l'habilité à répondre de vos choix, à répondre de vos actes, à répondre de ce que vous choisissez, à répondre de ce que vous ne choisissez pas aussi. Mais en aucun cas, comme tu le disais très bien tout à l'heure, culpabilité, c'est pas des synonymes. C'est simplement reprendre votre pouvoir, justement, votre pouvoir de décision et votre pouvoir d'action quant à votre vie à vous. Et je trouve ça effectivement super que bah, ça fasse partie du parcours que tu proposes pour vraiment se remettre au centre de sa vie et arrêter de s'oublier et arrêter de cocher une checklist qui n'est pas la vôtre. Et si ça vous suffit pas, regardez peut-être autour de vous dans des personnes qui ne sont plus là, quel que soit l'âge qu'elles aient pu avoir au moment où elles sont décédées. Combien il y en a qui sont passées à côté de leur vie? Combien il y en a qui sont pleines de regrets parce que si j'avais su, j'aurais dû, oh mais j'aurais dû m'écouter, oh mais j'aurais pu faire ça, oh mais j'aurais dû faire ça. Et que on dit toujours il est jamais trop tard, sauf que s'il y a un moment donné quand même il est vraiment trop tard et qu'on ne sait pas en fait quand est-ce qu'est le terminus. Donc oui, c'est pas facile de s'affranchir du regard des autres. Oui, c'est pas facile de se dire oui à soi et que ce soit un oui, comme tu le disais aussi, où c'est non négociable. Il n'y a pas d'autre option en fait. Ouais, Si on se respecte pas soi-même, bah, souvent on me dit oui, mais je me sens pas respectée ou l'autre me respecte pas. Je dis oui, mais tu te respectes pas toi-même. Alors comment tu veux que l'autre te respecte si toi-même tu ne te respectes pas? Et quand tu dis oui aux autres, mais que tu prends pas en compte, comme tu disais, de savoir si c'est un oui pour toi ou si c'est un non pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, c'est la peur du rejet, c'est la peur de ne pas être aimé. Et c'est aussi la faculté, en fait, de rendre à l'autre ce qu'il est en train de te renvoyer. Parce que quand on parle beaucoup du regard de l'autre, et quand il y a jugement, quand il y a critique, quand l'autre n'accepte pas, en fait, que je suis en train de me dire oui à moi-même, mais que je suis du coup obligée de lui dire non, bah, c'est juste le reflet de ses propres filtres et de ses propres peurs et de ses propres croyances à lui. Ça ne veut pas dire que je dois me prendre tout sur les épaules. C'est aussi la faculté de remettre à l'autre, de dire bah, ok, on n'est pas d'accord, mais moi là j'ai besoin de me respecter, je ne peux pas accéder à ta requête. Si l'autre a de la colère et tout, mais c'est lui que ça regarde. Et c'est aussi cette faculté d'arrêter de vouloir sauver le monde et de s'occuper, parce qu'on a suffisamment à faire avec soi-même. Hein. Donc, chacun, chacun pour soi. Et puis, ça sera déjà pas mal, quoi. On a suffisamment à faire avec les bagages émotionnels qu'on nous donne à la naissance pour à faire pendant toute notre vie. Donc, laissons ce qui appartient à l'autre et occupons-nous de nous-mêmes. Et c'est vraiment important parce que le regard de l'autre, tout ce qui est jugement, j'en parlais dans un post récemment, c'est vraiment un poison. Parce que nombre de personnes qui vont faire des choix de vie en fonction de telle personne, en fonction pour faire plaisir aux parents, pour faire. Mais au final, effectivement, comme tu dis, qu'il y a une certaine proportion de personnes qui se disent à 50, 60, 70 ans, ou pire, quand vraiment sur leur lignement, dire ah bah, si je m'étais écoutée, j'aurais bien fait ça, j'aurais bien voyagé, j'aurais été là, j'aurais été là. Et je comprends que c'est difficile parce que j'ai fait ces choix-là. Tu vois, il y a 1 an et demi, j'ai plaqué l'Alsace et toute ma famille qui vit dans un périmètre assez restreint. Et je suis un peu l'oiseau migrateur qui est parti complètement à l'ouest pour aller vivre au bord de mer. Parce que moi, aussi bizarre que soit-il, j'ai décidé que j'allais vivre mes rêves et que ça n'allait pas juste être un truc qui me fasse rêver au bord d'une fenêtre, mais que j'avais vraiment envie de le vivre. Ça a été très mal accueilli, autant dire, parce que j'ai abandonné certaines personnes, parce que
eh ben, c'est OK, c'est leur perception et c'est comme ça. Mais moi, je vais pas continuer à leur faire plaisir et à vivre dans un environnement que j'aime pas, juste pour que tout le monde se sente bien, quoi. Oui, parce qu'au final, c'est toi qui te sens pas bien si tu acceptes, Ben, d'être c'est dans ça. cette dévotion de toi-même. Donc effectivement, c'est hyper important et encore une fois, ben, chacun face à ses responsabilités aussi effectivement et même quand vous demandez conseil ou quand vous posez des questions aux autres, gardez bien en tête que chaque personne vous répondra toujours par rapport à ses propres croyances, par rapport à ses propres Mm, valeurs, par rapport à ses propres filtres et que bien souvent, quand les personnes vous parlent, elles ne parlent que d'elles-mêmes. c'est ça. Même avec tout l'amour du monde et toute la bienveillance du monde, des personnes qui vous sont proches et que voilà, qui vous connaissent bien, etc. Ayez toujours, en tout cas le plus possible, un certain discernement, un certain recul, euh, voilà, pour finalement vraiment faire preuve de libre arbitre et puis prendre vos décisions avec conscience, en tout cas. Il y a que nous, en fait, qui nous connaissons vraiment. Parce que Mm. même les personnes les plus proches, elles sont pas dans notre corps, elles sont pas dans notre tête. Donc, elles peuvent savoir ce qu'on leur raconte, ou ce qu'elles constatent, un certain nombre de choses, mais elles seront de toute façon pas dans nos émotions, dans notre ventre, dans ce qui nous fait vibrer. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi je suis partie. Il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre parce que l'année 2021 va être source de changement encore pour aller à un next level. Eh ben, c'est OK, c'est comme ça. Et puis peut-être qu'à un moment donné, elles vont comprendre et peut-être qu'elles ne comprendront pas. Et puis bah, c'est OK. Mais au moins, je me respecte et j'aurai la satisfaction de me dire, bah, j'ai tenté, je l'ai fait. Voilà, j'ai été vivre là où j'avais vraiment envie de vivre, j'ai été voyager, enfin, et je trouve que la vie est assez courte pour ne pas se limiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses en mode cramé, mais juste de faire les choses en fonction de soi. Et c'est pas être égoïste, c'est juste à un moment donné se respecter, s'aimer assez pour se donner la priorité en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, ça veut juste dire qu'on se respecte et que chacun va mettre des priorités à des endroits différents en fait. Et ne pas nécessairement attendre le burn-out, du coup, pour déjà Ah, prendre c'est mieux. conscience de ça et commencer déjà à l'intégrer dans sa vie. Combien de Ouais. temps, toi, du coup, il t'a fallu, alors à peu près, hein, pour justement traverser cette phase de burn-out et vraiment reprendre possession de toi-même, reprendre possession de ta vie pour être en capacité de faire les super choix du coup que tu as pu faire après. Je dirais que ça a été progressif parce que en fait, je l'ai travaillé de différentes façons parce que j'ai eu besoin en fait d'aller chercher des outils à différents endroits. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai compilé tout ça dans l'accompagnement que je propose, qui permet de se sortir du burn-out en 6 mois. Allez, 6 à 9 mois selon les personnes, mais là, j'ai eu récemment des personnes, en 6 mois, elles étaient totalement guéries du burn-out et elles sont autonomes par rapport à leur santé. Donc, elles peuvent, là, elles ont plus besoin de moi et il n'y a aucun risque qu'elles rechutent si elles continuent de mettre en place tout ce qu'on a mis en place. Donc, en 6 mois, 6 à 9 mois, selon les personnes, c'est possible. Et des personnes, c'est un peu plus long parce que le démarrage, ça peut, selon la tonne de croyances ou le vécu émotionnel, parce que finalement, on ne va pas soigner que le burn-out. Tu vois, il y en a qui ont vécu des situations d'inceste, d'abus sexuels, enfin, tout un tas de choses dans leur enfance, à différents moments de leur vie. Et on va de toute façon aller traiter ces choses-là aussi parce que tout ça, c'est connecté. On est une seule et même personne. On ne va jamais soigner qu'un burn-out professionnel. Moi, je dirais, il m'a fallu euh, allez, 1 an, 18 mois, parce qu'en fait, j'étais sur plusieurs accompagnements et qu'il manquait une partie justement de. J'avais un accompagnement parce que je suis passée par une thérapie psychocorporelle et 6 mois après, j'ai commencé à me former dans la thérapie corporelle. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes outils, mais ça passe par le corps aussi et la finalité est la même. Et on est passé, disons qu'on ne traitait pas que le burn-out, quoi. On traitait aussi
les relations familiales, parce que ça va aller chercher très très loin et que on en a profité pour faire un reset total. Donc ça valait le coup. C'était comme une double thérapie, de faire à la fois la thérapie et à la fois la formation qui était à 95% pratique. Il y avait peut-être 5% de théorie, quoi. Et c'est ça aussi qui fait ma force aujourd'hui, parce que tout ce que vivent mes clientes, je l'ai traversé. Et j'ai été faire ce nettoyage émotionnel. C'est pas juste des connaissances théoriques que j'ai pas lu ça dans un livre. Je me suis pas branchée sur le burn-out parce que je me dis ah ça va être joli. C'est tout ça, je l'ai traversé et je sais à quel point c'est difficile. Et du coup, je sais où aller aussi appuyer pour en fait aller dégager quelque part tout l'émotionnel qui est bloqué et permettre à mes clientes de se libérer totalement et de reprendre le pouvoir sur leur vie, parce que l'autonomie et la responsabilité, moi, c'est vraiment mes deux piliers. Et l'idée, c'est pas d'accompagner pour accompagner, mais finalement de redonner le pouvoir à la personne. Comme tu parlais, je sais que sur ta page, tu parles de empowerment. C'est vraiment ça. C'est de reprendre en fait cette autonomie et de pas rester dans un accompagnement qu'on peut avoir chez certains praticiens, où finalement il y a cette dépendance où on va et c'est le praticien qui va me sauver. Non, 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 c'est vous tout seul qui allez vous sauver, et nous on est juste là en gouvernail pour vous donner la direction et pour vous donner des outils et vous aider à dégager les croyances inconscientes, parce que bah, tout ce qui est inconscient, c'est quand même compliqué de le traiter soi-même. Ouais, complètement. Puis je vais même aller plus loin. Comme tu le disais, nous aussi, on est passé par là. Et même encore aujourd'hui, quand on a voilà, des choses sur lesquelles on bloque, on se fait aussi accompagner parce que en tant que thérapeute ou accompagnant, on a le recul nécessaire pour faire ça pour les autres personnes. Mais arriver à travailler sur soi quand il y a des choses qui bloquent, c'est moins facile et c'est complètement OK en fait. Et c'est pas faire aveu de faiblesse que bah, de Ah simplement non. aller chercher l'aide dont on a besoin. Effectivement, je suis coachée actuellement et je suis pratiquement coachée en permanence parce que j'ai à cœur justement d'aller toujours dégager plus de couches, d'aller de m'aligner de plus en plus, de prendre ma place de femme, de prendre vraiment ma place de dirigeante d'entreprise et du coup d'offrir aussi de plus en plus de valeur à mes clients, parce que si moi je faisais pas de travail sur moi vraiment profondément, ou que je me limitais à un travail superficiel, eh ben forcément, à un moment donné, mes clientes seraient bloquées et je ne pourrais pas les accompagner plus loin, puisqu'on peut toujours les accompagner jusqu'au stade où nous, on en est. On ne peut pas les accompagner plus loin. Et c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, on est tous sur ce chemin de grandir, quoi. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est justement qu'on a à cœur de grandir encore plus, de dégager encore d'autres croyances, parce qu'une fois qu'on a fait un gros nettoyage, on n'en a jamais fini, parce qu'il y a toujours une petite croyance qui vient pointer le bout de son nez. Et du coup, voilà, il y a des moments où il y a des défis ou des challenges qui sont corsés et on a besoin que quelqu'un soit nous mette une petite impulsion, soit voilà, de nous aider à aller percer la croyance qui est là pour aller dépasser ce challenge, quoi. Ouais, complètement. Quel message tu aurais envie du coup de transmettre aujourd'hui à ces femmes qui commencent à sentir que ça fait un peu beaucoup dans leur vie ou qui sont un peu au bord du pétage de plomb, que ce soit voilà, dans leur vie perso ou dans leur vie pro? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre sur bah voilà, ce que tu as pu toi-même vivre et ce que tu peux constater aujourd'hui dans tes clientes pour que elles prennent le lead, elles prennent leur empowerment justement là-dessus sur, pas sur leur vie simplement pour bah, se réaligner et redonner l'impulsion qui va bien pour se sentir vraiment alignées avec qui elles sont et ce qu'elles vivent. Mon message, ce serait de dire déjà priorité à soi. Alors, on en a parlé pendant toute l'interview, mais c'est vraiment de se poser la question, en fait, quelle valeur je m'accorde à moi-même. Et le fait aussi que tout est possible, mais tout est possible. J'ai vu des situations de vie complètement transformées et je l'ai vécu moi-même aussi. Parce que si on m'avait dit il y a 10 ans que je finirais thérapeute, j'aurais rigolé, quoi, mais vraiment. Et j'ai transformé ma vie de façon incroyable
parce que je me suis fait accompagner et parce que je suis allée en fait libérer tout ce qui, euh, tout ce qui était coincé à l'intérieur de moi, tout ce que j'avais enfermé, toutes les croyances qu'on m'avait dit en disant bah, tu peux soit avoir une vie de famille épanouie, soit c'est que tu es carriériste, mais tu peux pas avoir les deux. Eh ben non, moi j'ai choisi qu'il n'y aurait pas de concession et que j'aurais les deux. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, puisqu'on l'a dit, la perfection n'existe pas et c'est tant mieux parce qu'on se ferait chier. Mais c'est de se dire, OK, quelle priorité j'ai envie de donner, comment j'articule ma vie pour que ça fasse sens pour moi. Moi, il y a 2 mois, j'ai fait le choix de déscolariser mes enfants parce que j'avais la volonté de pouvoir, bah, comme on avait des séminaires de prévus, de pouvoir les emmener avec moi, de pouvoir voyager. Bon, entre-temps, il y a eu le confinement, donc, mais c'est pas grave. Et parce que je voulais leur donner une instruction aussi différente. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le mouvement, c'est la vie. À partir du moment où j'ai su que ma fille, on l'empêchait de bouger à l'école et qu'elle m'a dit, maman, c'est dur parce qu'on m'empêche de bouger, je ne peux même pas me lever pour chercher un mouchoir à cause des restrictions. Là, c'est stop. Le mouvement, c'est la vie. Et à partir du moment où tu te sens coincé dans ta vie, où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où tu sens que tu n'es pas à ta place, et même si ça te paraît impossible en te disant « ouais, mais je n'ai pas le choix parce que j'ai des factures à payer », moi, j'ai envie de te dire que non, parce qu'on a toujours en fait une méthode pour aller se réaligner et pour déplacer des montagnes. Et je peux te dire que là, ces 3 dernières années, j'ai vraiment déplacé des montagnes. J'ai été dans des situations financières catastrophiques, mais j'avais toujours cette flamme d'avancer et d'aller me relever et d'aller en fait chercher l'opportunité et de surtout pas être défaitiste ou abandonner. Et ça, si j'ai vraiment un message à donner, c'est ça, c'est de ne jamais abandonner et d'aller chercher en fait la flamme intérieure, qu'est-ce qui vous fait vibrer et de mettre toutes les actions en œuvre pour le faire. De se laisser habiter pleinement par la vie, effectivement, je pense que Ouais, c'est comme tu dis, fondamental. la vie, c'est ça. La vie, c'est des fois comme ça. C'est pas une autoroute toute tranquille où il se passe jamais rien. Et c'est tant mieux parce que on apprend que quand on est dans des situations où on est des fois face à un mur ou ce qu'on qualifie d'échec. Alors moi, je n'aime pas ce terme d'échec. Je préfère parler en termes d'expérience, puisque en fait, il n'y a jamais d'échec. Parce que même dans la situation que tu considères la plus négative, il y aura toujours un enseignement, il y aura toujours un cadeau derrière qui va t'apprendre quelque chose. Moi, si j'avais pas vécu le burn-out, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est un formidable cadeau, comme tu le disais. Moi, je parle aussi de cadeau. Ça pique quand on est dedans de le dire. Mais le fait est que c'est un véritable cadeau parce qu'aujourd'hui, j'ai créé une vie que j'aurais jamais imaginée, même encore il y a 2 ans. Et ça, c'est vraiment le résultat du travail intérieur, d'être persuadé que tout est possible. Parce qu'on a toutes les ressources en nous. C'est juste qu'à un moment donné, on les a un peu oubliées ou on les a un peu enterrées sous un tas de terre et de feuilles, quoi. Et qu'il faut juste aller bah, aller gratter pour… voilà. Écoute, super, je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. De quelle façon, du coup, on peut venir vers toi pour aller voir ce que tu peux nous proposer si on est voilà, dans le genre de situation dont on a parlé et que bah, on aimerait bien se faire accompagner par toi. Avec plaisir. Bon, on me trouve facilement sur Facebook, sur LinkedIn, voilà, sur la page Self Care Success. Et puis sur Internet, sur notre site internet, selfcare-success.fr. Super. Eh bien, écoute, je ne manquerai pas de mettre tous ces liens sur la vidéo, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller rejoindre Elodie. Je te remercie vraiment beaucoup, Elodie, d'avoir osé parler avec autant d'authenticité, autant de passion et autant de vérité, de choses qui parfois, voilà, n'osent pas être dites, en tout cas. Et je trouve ça dommage parce qu'effectivement, de parler de ces expériences, encore une fois, même en tant que thérapeute, coach ou peu importe, en fait, c'est pas faire aveu de faiblesse. C'est juste aussi une façon d'être inspirant pour vous et de vous dire que bah, tout un chacun, en fait, on passe par des épreuves de vie à un moment donné. Il y en a qui arrivent à transcender ça, il y en a peut-être un peu moins ou peut-être que ça prend plus de temps.
et qu'en fait, c'est OK. C'est juste pour vous montrer que des pires situations, on arrive à s'en sortir, que ça demande beaucoup de résilience, parfois beaucoup de patience aussi, mais que c'est possible. Et que du Mm. coup, si c'est possible pour nous, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pour vous. Et que Mm. accepter peut-être parfois la main tendue, ou en tout cas celle qui se présente à vous d'une façon ou d'une autre, peut changer vraiment toute une vie. Je le dis souvent, et me croira qui veut me croire, mais une décision peut vraiment changer toute votre vie. Quand des fois vous êtes au fond du trou. Alors bien sûr, nous on est là que pour tendre la main, parce qu'on ne va pas plonger dans le trou avec vous. Mm. À vous de voir si voilà, vous voulez prendre la main ou pas. Mais qui plus est en tant que femme, et encore une fois, je ne dénigre absolument pas la jante masculine, mais où on a vraiment une multitude de rôles qu'on fait souvent office de couteau suisse dans plein de domaines différents. Qu'est-ce qu'il est important de trouver des moments, des plages horaires où voilà, vous n'avez pas besoin que ça soit quelque chose de forcément défini tous les jeudis matins à 8 heures, mais que vous ayez des moments pour vous dans la semaine, pour vous occuper de vous, pour recharger vos batteries, pour vous faire plaisir. Et puis vous faire aussi peut-être des petits points réguliers, une fois tous les, quand vous voulez, mais en tout cas le faire vraiment. De dire, OK, est-ce que ce que je vis en ce moment et la façon dont je suis, ça me ressemble? Je suis OK avec ça me fait plaisir, ça m'amuse. Il y a du fun aussi dans la vie. Alors peut-être qu'effectivement en ce moment on peut pas partir en voyage, on peut pas voir nos amis, nos familles, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et c'est OK. Et de toute façon vous avez zéro pouvoir dessus. Mais c'est vous dire, dans ce qui est dans mes capacités, dans là où je peux agir, dans là où je peux prendre des décisions, dans ce que je peux faire avec ce qui est actuellement, comment ça me met du baume au cœur, comment ça m'amuse, comment simplement ça me met en joie. Parce que si ce que je vis ne me nourrit pas, peut-être qu'il est bon de réajuster les choses et de faire en sorte qu'elles soient autrement, de les remanier, de les réajuster, ou peut-être complètement de tout changer. Et c'est OK en fait. C'est OK. Ben, que ça soit pas tout lisse. Quand tu disais ça tout à l'heure, j'avais l'image de l'encéphalogramme plat. Effectivement, il est tout lisse, mais quand vous en arrivez là, c'est qu'en général, il est franchement trop tard. C'est ça. Donc voilà pour l'invitation. Je te remercie vraiment beaucoup encore, Elodie, d'avoir accepté ce moment. Je suis vraiment ravie de Merci l'avoir à toi. partagé avec toi. J'espère que ça vous inspirera le plus possible. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Simplement vous faire des propositions, des invitations et voir si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite une super journée à tous et j'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement pour une prochaine interview.